Bonsoir à tous et bienvenue à cette session d'information. Mesdames, Messieurs, voici les titres de l'actualité de ce mardi 8 octobre. Ouverture à l'Assemblée provinciale de Kinshasa de la session législative. Les députés provinciaux ont adopté le calendrier des matières à traiter. Vous suivrez dans ce journal un reportage complet à ces sujets. Au sommaire également, focus sur une pratique devenue comme un rituel, les arrestations de plus en plus brutales et médiatisées, une mode en vogue en RDC qui soulève des inquiétudes. Et puis à l'international, l'Algérie du président Abdelmadjid Tebboune est dans une ère de renouveau. Le pays a signé des accords avec l'Union européenne. Vous allez tout comprendre dans ce journal. Bonsoir à tous. Le président Félix Tshisekedi a inauguré ce mardi le nouveau bâtiment administratif de l'inspection générale des finances situé sur l'avenue des Forces armées dans la commune de la Gombe à Kinshasa. Lors de son discours, l'inspecteur général des finances et chef des services, Jules Alingueté, a annoncé que la direction générale de l'IGF avait unanimement décidé de nommer cet édifice Étienne Tshisekedi Wamulumba. Il a également souligné que la présence du président Félix Tshisekedi à cette inauguration démontre son engagement envers la lutte contre la corruption en République démocratique du Congo. Avec une superficie de 7587,90 mètres carrés, le bâtiment de l'IGF est conçu pour répondre aux normes de sécurité et aux besoins de ses occupants. Passons à un autre sujet avec l'adoption en plénière ce mardi 8 octobre du calendrier des matières par les députés provinciaux de Kinshasa qui marque le début d'une nouvelle session législative. Parmi les matières retenues dans le calendrier dans le domaine législatif, le note notamment l'examen et le vote du projet d'édit portant reddition des comptes de la ville de Kinshasa pour l'exercice 2023, mais aussi le projet d'édit portant budget de Kinshasa pour l'exercice 2025. Suivez ce reportage de Patience Lokeke. Les projets de calendrier de la session ordinaire de septembre a été adopté lors de la plénière de ce mardi par les députés provinciaux. Parmi les nouvelles matières retenues dans ces calendriers dans les domaines législatifs, l'on note notamment l'examen et le vote du projet d'édit portant reddition des comptes de la ville de Kinshasa pour l'exercice 2023, mais aussi les projets d'édit portant budget de Kinshasa pour l'exercice 2025. Les élus provinciaux vont également s'atteler à l'examen du projet d'édit portant consolidation des budgets des communes en celui de la ville de Kinshasa pour l'exercice 2024, mais aussi les projets d'édit portant reddition des comptes de la ville de Kinshasa pour l'exercice 2022. S'agissant de matières du domaine non législatif, les élus provinciaux de Kinshasa ont convenu de traiter tous les dossiers liés à la validation des pouvoirs de suppléants car d'autres députés ont été nommés dans le gouvernement provincial. Ce calendrier des travaux de la session ordinaire de septembre 2024, a souligné le président de l'APK, reste ouvert à toute matière qui pourront être ajoutées au cours de cette session pour mieux s'enrichir. Au cours de cette plénière également, les députés provinciaux ont adopté, après examen article par article, les projets de résolution portant constitution de la commission spéciale et temporaire chargée de l'exploitation approfondie des rapports de vacances parlementaires de députés provinciaux de Kinshasa pour la période allant du 1er juillet au 30 septembre 2024. Vous avez plutôt reconnu la voix de Francine Moukeba. Restons à Kinshasa pour parler de son désengorgement. La ville connaît ces derniers temps la réhabilitation de certaines routes menant à la commune de la Gombe. La rédaction de Géopolis Télévision a fait un focus sur l'évolution des travaux des avenues Colonel Ebea et Wangata, et dans ce reportage réalisé par Damani Mujinga et Giscard Tamba. Plusieurs grandes avenues de la capitale débouchant sur le centre-ville sont en plein travaux de construction et de réhabilitation. Il s'agit de l'avenue Colonel Ebea, de la province, de Wangata, du Livre et d'autres. Sur l'avenue Colonel Ebea, dans le tronçon compris entre Willery et la province, les travaux avancent à grands pas.
Une grande partie de la chaussée a déjà été bétonnée et les équipes continuent à couler le béton. La route commence déjà à prendre un aspect neuf et sera bientôt mise à la disposition de la population. L'objectif de ces travaux s'inscrit dans le projet du chef de l'État visant à décongestionner la ville de Kinshasa, car beaucoup empruntent l'avenue de la démocratie, celle de la libération ou encore celle des poids lourds pour rejoindre la commune de Lagombe, centre de plusieurs activités professionnelles. Le projet s'intitule « Modernisation et construction de 6 artères à Kinshasa ». Alors, le projet, comme je venais de le dire, comprend 6 avenues de la ville de Kinshasa-Gombe. Nous avons l'avenue Colonel Ebeya, l'avenue Province, l'avenue du Marais, l'avenue Plateau et l'avenue Flamboyant. En fait, l'objectif, c'est de faciliter l'accessibilité des gens au centre-ville. Comme vous pouvez le constater, aujourd'hui, pour arriver au centre-ville, on emprunte soit poids lourd, soit 24, soit Huilery, c'est fini. Ou bien les gens qui viennent des magasins qui prennent le boulevard de 30 jours. Maintenant, on a lancé un projet pour désengorger le centre-ville, éviter qu'il y ait des embouteillages à tout moment. Concernant l'avenue Wangata, son croisement avec l'avenue Mont des Arts est encore loin d'être achevé. Les travaux en sont actuellement au stade du drainage pour évacuer l'eau souterraine. Pour les habitants de ces secteurs, la réhabilitation de l'avenue est une bonne nouvelle, mais ils déplorent la lenteur des travaux qui ont débuté il y a plus de 2 ans. Ils appellent les autorités à mobiliser les ressources nécessaires pour mener à bien ce projet. Bon, sentiment que on a suivi ma casse mentionné où mérite que 2 ans et demi dans c'est mon corps. Que l'on a boulevard ti marti que 2 ans et demi où ma casse. Bon, c'est dans l'état congolais a tchambo on j'ai pris un baba l'été les La construction de ces routes s'inscrit dans le cadre du projet de modernisation et de construction de 6 artères à Kinshasa, coordonné par le Fonds national d'entretien routier FONER et géré par le ministère provincial des infrastructures. Selon les ingénieurs rencontrés sur place, la durée prévue des travaux est de 36 mois. En parallèle, un autre sujet suscite l'interrogation des Kinois. Le prix du transport en commun reste inchangé malgré la baisse du prix du carburant. Nos reporters ont rencontré le président de l'association des chauffeurs à ce sujet, Maryse Boleli. Cela fait presque une semaine que Kinshasa a connu une baisse de 13% sur le prix du carburant à la pompe. Et certains Kinois se demandent pourquoi le prix du transport en commun ne diminue pas en conséquence. La réponse est pourtant simple, comme l'explique le président de l'association de chauffeurs du Congo, ASECO en sigle. Le chauffeur ne peut pas simplement décider de baisser le prix. Cela nécessite une procédure officielle qui débute par un rapport du chef de division de l'économie, devrait être présenté au gouverneur pour attester que la réduction a atteint le seuil de 10%. Le prix, on ne baisse pas le prix comme ça. Et les chauffeurs n'ont pas qualité de fixer le prix de transport parce que dans la ville provinciale de Kinshasa, il y a une commission tarifaire de la ville provinciale de Kinshasa. Donc, que les chefs de division de l'économie dressent un rapport détaillé au niveau du gouvernement et le gouverneur va voir ce rapport qui va justifier si la baisse a atteint le seuil de 10%. Le président de la SECO a cependant rappelé aux chauffeurs qu'il n'existe plus à l'heure actuelle aucune justification valable, augmenter le prix ou recourir à des pratiques telles que le demi-terrain. Et d'ailleurs, nous avons préconisé une campagne de sensibilisation des conducteurs à la grille tarifaire de la ville de Kinshasa pour que les chauffeurs ne puissent pas aller au-delà du prix fixé par l'hôtel de ville de Kinshasa. Ainsi, bien que le carburant soit moins cher, les Kinois devront encore patienter. Comme le dit un proverbe, le vent change de direction, mais les bateaux restent à quai. Et dans un registre plus préoccupant, examinons avec Rachel Misenga les pratiques d'arrestation de plus en plus brutales et médiatisées en RDC et ce que cela signifie pour la présomption d'innocence. Suivez.
La brutalité et la médiatisation des arrestations dégradantes en République démocratique du Congo sont devenues de pratiques courantes. Ces arrestations spectaculaires et inhumaines, effectuées par des agents pourtant mandatés, violent le droit de l'homme et l'intégrité humaine, selon Maître Moussiana, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Vous avez donc les dispositions de la Constitution démocratique du Congo en ses articles 16 alinéa 4. Il est dit « Nul ne peut être soumis à un traitement cruel, inhumain et dégradant ». Et cela découle des instruments internationaux que la République démocratique du Congo a signés. Vous prenez par exemple l'article 18. En son dernier alinéa, il dit « Tout détenu doit bénéficier d'un traitement qui préserve sa vie, sa santé physique et mentale, ainsi que sa dignité. » Lorsqu'on arrête les gens dans ces conditions-là, on ne respecte pas la Constitution, on ne respecte pas la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc, l'avocat rappelle que le magistrat et agent du parquet ont l'obligation de respecter les normes juridiques en matière d'arrestation. L'article 29 de la Constitution dit ceci. Le domicile est inviolable. Il ne peut y être effectué des visites et des perquisitions que dans les formes et conditions prévues par la loi. On vous dit d'aller perquisitionner. On ne vous envoie pas casser, mais vous devez les faire dans les normes. Par ailleurs, la présomption d'innocence fondamentale dans tout état de droit est mise à mal lorsque les arrestations sont accompagnées des mises en scène publiques. L'instruction juridictionnelle, qui doit être secrète pour protéger l'intégrité des enquêtes, est ainsi compromise. L'instruction préjuridictionnelle est secrète. Lorsqu'un magistrat se met à filmer une personne qu'il est en train d'auditionner, on met en spectacle également, une fois de plus, le droit des citoyens, la présomption d'innocence et même les secrets des enquêtes. Parce que vous savez, les secrets de l'instruction préjuridictionnelle a pour but de protéger une enquête qui est en cours et de préserver la présomption d'innocence dont une personne jouit lorsqu'elle est mise en cause. Les conséquences de ces pratiques ne se limitent pas qu'à des violations individuelles de droit, elles entachent également la crédibilité de l'appareil judiciaire. En filmant et en diffusant ces interpellations, les agents de l'État non seulement bafouent la dignité de personnes concernées, mais mettent également en péril le bon déroulement des procédures judiciaires. C'est sans doute cette raison qui a poussé le ministre d'État, ministre de la Justice Constant Moutamba, à instruire des poursuites contre les agents de police judiciaire et les policiers impliqués dans ces actes de brutalité contre Patrick Lokala et Maria Tumba. Et pour des nouvelles un peu plus rassurantes, concentrons-nous sur la situation sécuritaire à Irumu où des efforts non militaires portent leurs fruits. Selon des sources sécuritaires, le calme règne désormais dans les entités de Babelebe et Bakoa-Bakoe, deux chefferies du territoire d'Irumu depuis l'instauration de l'état de siège. Et c'est grâce à l'approche non militaire mise en place par le commandant des opérations et gouverneur militaire Johnny Luboya Kashama. Et pour se rassurer davantage sur la situation sécuritaire de ces deux entités, l'administrateur du territoire, du même territoire, j'allais dire, le colonel Sirosimba Bunga Jean a effectué une visite de travail. C'est un reportage de la presse militaire de l'Ituri. Ces deux entités étaient occupées plusieurs jours durant par des groupes armés locaux avant d'être pacifiés, fruit direct de l'approche non militaire mise en place par le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Kashama Juni, mise en application par le colonel Sirosimba Bunga Jean, administrateur militaire du territoire d'Irumu. L'autorité territoriale a encouragé le parti prenante. Comment peut-on être réfugié chez soi? Ce n'est pas possible et surtout causé par nous-mêmes. Il n'y a pas un ennemi venant de l'extérieur. Nous-mêmes, comment peut-on chancer nos populations et encore chez nous? C'est déjà positif parce que, je me rappelle, on était venu avec le commandant région militaire, mais c'était horrible. Le chef de ces entités ont martelé tour à tour sur la paix et la cohésion sociale. Excellence.
Je remercie Excellence gouverneur des provinces, Johnny Luboya, pour tout ce qu'il fait. Je crois que tout celui qui est intelligent voit tout ce qu'il fait pour la province de l'Ituri, pour que nous ayons la paix. Aujourd'hui, nous vivons déjà dans cette paix. Pour préserver la paix, la première des choses, c'est l'encadrement et prise à charge de ces groupes armés. Satisfait de la prise de conscience de jeunes à haut risque, Isaac Lebissabou, député provincial et du territoire du Roumo, appelle les uns et les autres à capitaliser les acquis de paix et les vivre ensemble. Très satisfait des résultats, les résultats sont vraiment positifs. C'est comme ça que nous encourageons les communautés et ces groupes armés de privilégier la paix qui est le gage du développement. Parce qu'on ne peut pas parler du développement là où il n'y a pas la paix. Signalons que bientôt la zone de Mwanga sera dotée d'une salle polyvalente construite avec l'appui financier de l'Organisation internationale pour la migration, OIM en sigle. Plusieurs axes qui ouvrent la voie à cette zone seront aussi réhabilités. Envie de contribuer énormément à la cohésion sociale. Souhait ardent du commandant suprême Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Et sur le plan de la santé, une question cruciale se pose. Comment lutter contre la malaria? La question a été posée lors de la réunion du programme national de lutte contre le paludisme avec des ONG spécialisées en santé communautaire le week-end à Clarisse Mbo, experte en santé communautaire. Cette dernière exhorte les Congolais à toujours se faire soigner et dépister dans les hôpitaux. L'experte déconseille en même temps le recours et la prise de potions, racines ou autres produits traditionnels auxquels certains recourent pour, soi-disant, se soigner de la malaria. Suivez Clarisse Moore, elle est au micro de Giscard Tamba. Bon, je leur conseille de ne pas le prendre parce que dans les produits traditionnels, bien sûr, c'est la médecine traditionnelle. La posologie et la dose n'est pas connue. Et ce qui je leur conseille que dès qu'ils font la fièvre, ils doivent aller se faire dépister au centre de santé aussi de soins ou dans une pharmacie où il y a le télé. Dès que c'est positif, ils prennent le médicament. Puisque le médicament traditionnel, nous ne connaissons pas la dose. La prise en charge du paludisme, le test de diagnostic rapide et les médicaments sont gratuits. Ça ne se vend pas au niveau des structures. On a même dit si vous voyez dans une structure publique où on vend ces médicaments, il faut le dénoncer. Mais vous devez aussi intensifier pour que la communauté sache que dès qu'ils font la fièvre, ils doivent se rendre au centre de santé où ils seront des soins appropriés. Vraiment, c'est gratuit. Peut-être qu'ils vont payer la consultation, mais les médicaments, et dans le secteur privé, il y a des pharmacies. On a introduit les TDR. Dire ne se sent pas bien parce que 70% de la communauté fréquente les points de vente, les pharmacies, où ils vont dire seulement que j'ai la fièvre. Et que les traitements de la lutte contre le paludisme exigent un diagnostic biologique et le TDR doit être positif dans toute espèce. Et c'est comme ça, on a introduit dans les pharmacies, il y a des TDR. Ils font le test, si c'est positif, ils donnent un médicament de bonne qualité. Où il y a les logos de l'ACT. À l'occasion d'Octobre Rose, tournons notre attention vers la sensibilisation au cancer du sein et les mesures préventives recommandées. Cette maladie, bien réelle et très fréquente, demeure pourtant méconnue par de nombreuses femmes congolaises. L'autopalpation, une alimentation saine, l'évitement du tabac et de l'alcool, ainsi qu'une activité physique régulière sont conseillés pour prévenir le cancer du sein. Pour de plus amples détails, écoutez Maryse Boleli. Chaque année, le mois d'octobre est dédié à la sensibilisation et à la lutte contre le cancer du sein. C'est une maladie qui touche plus les femmes après les cancers du col de l'utérus. Elle est présente dans 157 pays dans le monde et ce mois est dédié Octobre Rose, représenté par un ruban de couleur rose. Techniquement, il apparaît le plus souvent dans les cellules tapissant les canaux qui sont dans les tubes qui transportent le lait de glande au mamelon. La maladie survient généralement après l'âge de 50 ans, mais dès nos jours, elle peut s'observer chez les femmes de moins de 35 ans et dans des cas rares chez les jeunes filles de moins de 20 ans.
En République démocratique du Congo, peu de femmes ont la connaissance du cancer du sein, alors que 24% d'entre elles en souffrent selon l'OMS. Mais aussi, au moins une femme sur 3 meurt par manque de dépistage et la découverte dans un état déjà très avancé. Les symptômes sont multiples, comme l'explique Dr Mutundi Aline. Il n'y a pas vraiment les causes, mais nous avons les facteurs de risque qui favorisent le cancer du sein, tels que la consommation d'alcool et de tabac, le surpoids, le manque d'activité physique, une alimentation déséquilibrée, certaines infections telles que Helicobacter pylori, le risque des hépatites B et C. Nous en avons beaucoup. Il y a aussi certains produits chimiques qui favorisent les risques du cancer du sein. Concernant les symptômes, vous allez constater des écoulements mammaires anormaux, une inversion du mamellon ou une altération de l'apparence de la peau au niveau du sein, telles que des petites fossettes, la peau d'orange, la sécheresse, la rougeur et des démangeaisons. Il faut aussi éviter l'obésité. Il faut toujours avoir l'habitude de masser vos seins ou bien palper les seins. Vous pouvez constater une petite masse. Dès que vous constatez ça, il faut aller vite à l'hôpital pour voir un médecin. Les cancers du sein peuvent être traités et guéris si on le découvre tôt. Pour la docteure Aline Mutundi Kapinga, il est nécessaire d'avoir une bonne alimentation, éviter le tabac, l'alcool, l'excès de produits chimiques et surtout de pratiquer une activité physique régulière. Parlons à présent culture dans ce journal. Mieux de la pièce théâtrale 100 ans de Kinshasa. C'est une activité qui retrace l'histoire de la culture de la RDC de 1923 à nos jours. Elle présente le mode de vie, les anciennes appellations des communes ainsi que des légendes et l'origine de chaque culture. À la fin de chaque scène, une élève récite un poème sur la RDC évoquant ses richesses et la situation actuelle à laquelle le pays fait face. Rosie Tuyoyo et Giscard Tamba. C'est lundi 6 octobre 2023, l'avant-première de la pièce théâtrale Kinshasa 100 ans de 1923 à nos jours a eu lieu au centre Wallonie-Bruxelles. Cette œuvre a été produite par la label belgo-congolaise Soleil Levant et ses partenaires et écrite par les jeunes filles du lycée Kabambaré accompagnées d'étudiants et étudiantes malvoyants de l'Institut national des arts et spectacles. Ces projets inédits célèbrent les centenaires de la plus grande capitale francophone au monde, Kinshasa. Il aurait dû être lancé l'année dernière, mais cela n'a malheureusement pas été possible en raison de la période électorale en RDC. Comme toutes les autres œuvres de l'ASBEL, cette pièce théâtrale a été écrite dans le but de promouvoir le vivre ensemble et de rassembler différentes communautés. C'est une rencontre, on va dire, fortuite. On pensait discuter avec l'équipe, qu'est-ce qu'on pouvait faire par rapport au centenaire de l'histoire de Kinshasa, de la ville de Kinshasa. Il faut savoir que c'est de 1923 à 2023 normalement. Mais on s'est dit, comme en 2023, c'était une année assez particulière avec les élections, rien ne s'est fait, si ce n'est que peut-être un ou deux événements, je veux dire, anodins. Et nous nous sommes dit qu'est-ce qu'on pouvait faire. Alors il fallait trouver quelque chose qui pouvait être cohérent avec nos missions. Les objectifs de Soleil Levant, c'est de promouvoir le vivre ensemble. Le vivre ensemble, ce sont les deux communautés ou plusieurs communautés et l'égalité des genres. Donc on s'est dit, on va miser sur un public jeune. Donc les écoles. Passionné de la culture, Dinko Diallo la Divine, élève au lycée Kabambaré, a eu à cœur d'écrire cette pièce théâtrale afin de montrer, comme l'a dit le gouverneur de la ville, que Kinshasa a la possibilité de changer. D'abord, c'est ma vision personnelle du Kinshasa. C'est Kinshasa pour moi, outre la ville qui m'a vu naître, c'est la ville où j'ai grandi. Elle porte en moi mes souvenirs. Et l'idée où j'ai voulu écrire cette scène, c'est pouvoir nous montrer parfois les tares qui se passent dans notre ville. Et que pour nous montrer, comme dit notre gouverneur, que Kinshasa a la possibilité de changer. Ces projets bénéficient du soutien du gouvernement de la ville-province de Kinshasa. Son appui s'inscrit dans sa vision de promouvoir la culture et de soutenir les initiatives qui mettent en lumière la richesse culturelle de Kinshasa. Faisons place à présent à l'économie avec Jojo Moulamba qui va nous parler des cours de matières premières, de la croissance au pays, mais également du taux de change. Bonsoir Jojo. Bonsoir Patrick Ilunga.
Voilà, alors que le gouvernement congolais a annoncé la baisse des prix de produits pétroliers en RDC, au niveau international, les cours de pétrole ont bondi après la déclaration de Joe Biden évoquant des éventuelles frappes sur les installations pétrolières de l'Iran. Oui, Patrick Ilunga, comme vous venez de le dire, le prix du pétrole brut sur le marché ont fortement augmenté la semaine dernière, alimenté par l'escalade de tensions au Moyen-Orient après l'attaque de missiles iraniens sur Israël en représailles à l'assassinat par Israël d'un dirigeant du Hezbollah. Les propos ambigus du président américain John Biden évoquant des discussions en cours sur de potentielles frappes contre des installations pétrolières iraniennes en réponse à l'attaque de Téhéran ont provoqué une envolée de plus de 5% des prix du brut jeudi dernier. Toutefois, la pression à la hausse s'est quelque peu atténuée vendredi à la suite de nouvelles déclarations des États-Unis laissant entendre qu'Israël pourrait envisager des alternatives aux frappes sur les infrastructures pétrolières iraniennes. Vous pouvez voir dans les images des images de l'infographie sur l'écran en moyenne hebdomadaire le contrat à terme sur le pétrole brut pour livraison en novembre a gagné 1,8 $ américains par baril à 75 $ américains par baril, tandis que le contrat de décembre a gagné 2 $ américains par baril à 74,6 $ américains par baril. Le prix du White Texas International s'est établi à 71,2 $ américains par baril, et ce qui représente une hausse de 2,5%. Et selon le consensus des économistes interrogés par Bloomberg le 3 octobre dernier, les prévisions de prix du Brent pour le 4e trimestre sont en baisse à 80 $ américains par baril et à 78,6 $ américains par baril pour le premier trimestre 2025, et signe que les inquiétudes concernant l'augmentation de l'offre mondiale et la faiblesse de la demande chinoise, malgré les récents efforts de relance, continuent de peser sur le marché. Et puis, il faut aussi retenir que la flambée de prix a conduit à une augmentation de l'indice de volatilité implicite du Brent, atteignant son niveau le plus élevé depuis plus d'un an. Les volumes d'échange sur les options d'achat du Brent ont également atteint les niveaux records mercredi dernier, notamment pour le contrat à 100 $ américains le baril. Malgré la crise actuelle, les fondamentaux du marché demeurent orientés vers un surplus de l'offre. L'OPEP, donc l'organisation de pays exportateurs du pétrole, prévoit de restaurer une partie de sa capacité de production avec des augmentations programmées à partir de décembre. De plus, après plus d'un mois d'interruption due à une crise politique majeure avec le gouvernement de Tripoli, les autorités de l'Est de la Libye ont annoncé jeudi dernier la reprise de production et des exportations du pétrole. Voilà, malgré la tension au niveau international, pour l'instant au Congo, c'est quand même la bouffée d'oxygène en matière de prix de pétrole. Revenons au pays pour parler du taux d'échange qui s'établit cette semaine à 2851. Et les réserves d'échange au niveau de la Banque centrale ont atteint le 6,122 milliards de dollars. Oui, Patrick Ilunga, le taux d'échange se consolide davantage en République démocratique du Congo. Au 8 octobre 2024, le taux d'échange s'est établi à l'indicatif à 2851 francs congolais pour $1 américain, soit une appréciation de 0,01% en rythme hebdomadaire. Par rapport au parallèle, la monnaie nationale s'est légèrement dépréciée de 0,10%, situant le taux d'échange à 2864,38 francs congolais, le dollar américain. En cumul annuel, la monnaie nationale s'est dépréciée de 5,86% et de 6,20% respectivement à l'indicatif du
et au parallèle. Et comme on venait de le dire, les réserves internationales ont atteint 6,1 milliards de dollars américains au 26 septembre 2024, et ce qui représente 14 semaines d'importation de biens et services selon la Banque centrale du Congo. Et on va terminer avec cette dernière nouvelle, l'économie congolaise toujours aussi résiliente. La croissance économique en RDC est supérieure à la moyenne en Afrique subsaharienne. Oui, Patrick Lunga, l'économie congolaise devrait rester sur les sentiers d'une croissance soutenue et supérieure à la moyenne de l'Afrique subsaharienne. En effet, les estimations sur base de réalisation de production à fin juin 2024 par la Commission des études statistiques et des comptes nationaux renseignent que la croissance du PIB réel s'établirait à 5,3% contre 8,6% une année plus tôt. Cette évolution, bien qu'en ralentissement, tient principalement du bon comportement du secteur minier et à la faveur d'une bonne tenue de cours de principaux produits exportés de la République démocratique du Congo. Merci Jojo Moulamba, c'était l'info éco. Nous allons poursuivre avec ce journal avec... En sport, les Léopards de la RDC continuent à intensifier la préparation du match face à la Tanzanie ce jeudi 10 octobre 2024. Ce sera au Stade des Martyrs de la Pentecôte. Cette rencontre entre dans le cadre de la 3e journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. C'est un élément qui est signé Blest Kouzola mais rendu par Francine Moukeba. Suivez. Les Léopards seniors messieurs de la RDC ont entamé les préparatifs pour la double confrontation face à la Tanzanie depuis ce dimanche 6 octobre 2024 à Kinshasa, comme a annoncé par la Fédération congolaise de football. Ces regroupements dans la capitale congolaise s'inscrivent dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 pour les groupes H, avec pour objectif de préparer les rencontres cruciales entre la Tanzanie. Dès dimanche, plusieurs joueurs avaient déjà commencé à arriver avec l'ensemble du groupe prévu d'ici la fin de ce lundi. Parmi les 25 joueurs convoqués par le sélectionneur Sébastien Desabre, attendus à l'hôtel Hilton de la Gombe à Kinshasa, leur quartier général habituel, quelques ajustements ont dû être effectués au sein de l'effectif. Shadrack Akolo a dû déclarer forfait suite à une blessure survenue avec son club. De plus, Axel Twanzebe ne pourra pas participer au match en raison d'une blessure et est remplacé par Peter Kioso, défenseur évoluant en Angleterre. La FECOFA a adressé ce vœu de rétablissement aux blessés et a souhaité la bienvenue à Peter Kioso. La première séance d'entraînement des Léopards s'est déroulée ce lundi 7 octobre à 17h juste au Stade de Martyrs à Kinshasa. Puis deux autres séances d'entraînement ont eu lieu ce mardi 8 octobre le matin et le soir. Notons que ces sessions se déroulent à huis clos sous la supervision de Sébastien Desabre, avec également des passages en salle médicale pour préparer au mieux les joueurs. Les Léopards affronteront les Taïfa Stars de la Tanzanie lors de la 3e et de la 4e journée des éliminatoires de la CAN 2025. Les premiers matchs se jouera le jeudi 10 octobre à 17h juste au Stade des Martyrs de Kinshasa, tandis que le match retour est prévu le mardi 15 octobre à 16h juste au Stade Benjamin Mkapa à Dar es Salaam en Tanzanie. Place à présent à la page internationale. Je l'avais annoncé en titre, la stratégie économique de l'Algérie est en pleine mutation. Le président Abdelmadjid Tebboune a annoncé la révision de l'accord d'association avec l'Union européenne à partir de 2025. Un accord jugé depuis des années très défavorable pour les exportations algériennes. C'est un reportage de nos confrères d'Africa 24 rendu par Rachel Missinga. En Algérie, l'accord d'association avec l'Union européenne sera révisé à partir de 2025 selon une déclaration faite par le président Abdelmadjid Tebboune le 5 octobre 2024. Selon le chef de l'État algérien, cette révision désormais nécessaire sera menée avec souplesse et dans un esprit amical sans entrer en conflit.
Cette position de l'Algérie de développer des relations pragmatiques sur le plan économique et stratégique basées sur un réel partenariat donc qui sert les intérêts de l'Algérie aussi donc dans ces processus de renégociation et de discussions avec l'Union européenne s'articule et prend en considération surtout une évaluation d'une expérience des partenariats. Selon le président Abdelmajid Tebboune, l'accord avec l'Union européenne a été conclu à une époque où l'Algérie était bien différente de celle d'aujourd'hui. Il indique aussi qu'à l'époque, la contribution de l'industrie au revenu national ne dépassait pas 3% de l'Algérie importée dans des produits agricoles sans en exporter. Ainsi, l'Algérie produisant et exportant désormais une grande variété de produits manufacturés, électroménagers, doit pouvoir s'imposer sur le marché international en tant qu'exportateur. Les perspectives ne peuvent qu'être prometteuses si on considère les atouts, la conjoncture et les potentiels dont jouissent les deux parties pour développer un partenariat réel basé sur des investissements et de la création des richesses. En indiquant que l'accord avec l'Union européenne repose sur le libre-échange, par cette décision, l'Algérie souhaite modifier le cadre et les contextes des échanges économiques entre le pays d'Afrique du Nord et les pays de l'Union européenne. Signé en 2005, cet accord s'est avéré de l'avis de certains experts défavorables pour l'Algérie. Nous allons conclure notre tour d'horizon de l'actualité. Place à présent à la revue de presse dans une sélection et commentaires de Don Moumat. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette revue de presse. Commençons avec un sujet brûlant relayé par Forum des As. Sa une annonce un titre accrocheur, Commission de révision du contrat chinois, vivement la liste nominative des bénéficiaires des jetons de présence avec des parts individuelles. En effet, écrit le journal, 28 millions de dollars ont été versés à 262 personnes du côté congolais ayant participé à la révision du contrat sino-congolais. Pour Forum des As, il s'agit d'un triple scandale. Le journal souligne qu'il revenait au gouvernement congolais de prendre en charge ces paiements puisque la révision a été initiée par celui-ci et non par la SICOMINE, une société qui, bien que congolaise, ne devrait pas supporter de tels frais. Le deuxième scandale réside dans le fait que l'IGF, en tentant de minimiser la situation, confirme un montant de 28 millions de dollars plutôt que les 30 millions initialement évoqués. Toutefois, elle admet que cette somme est prélevée sur les 7 milliards générés par le processus de révision, soulevant des interrogations sur l'utilisation de cette enveloppe normalement destinée aux travaux d'infrastructure. En ce qui concerne le troisième point, l'IGF déclare qu'après 9 mois de travaux et 32 réunions, la Commission a récupéré 7 milliards de dollars pour la RDC, ordonnant ainsi le paiement des jetons de présence. En tant que conseil du chef de l'État sur les finances publiques, l'IGF devait cependant savoir que ces paiements ne relevaient pas de la SICOMINE. De plus, la distribution inéquitable des jetons met en lumière des injustices avec des montants dérisoires perçus par la majorité des bénéficiaires. Pour mettre fin à toute suspicion, l'IGF, conclut le journal, devrait publier la liste des bénéficiaires pour dissiper le doute sur sa capacité à rendre des comptes. Enfin, un quatrième scandale mérite d'être mentionné. En demandant à la SICOMINE de payer ses jetons pour des séances qui, logiquement, auraient dû être prises en charge par l'État, l'IGF nuit au climat des affaires, un point sur lequel le président Félix Tshisekedi accorde une attention particulière. Poursuivons avec Info 27 qui évoque l'ouverture, en présence du président de la République, de la première session extraordinaire de la Cour des comptes. Ces moments marquent un tournant significatif dans la lutte contre la corruption en RDC. Cette session se concentre sur des enjeux cruciaux comme les recrutements et la promotion des magistrats, renforçant ainsi l'engagement fort de Félix Tshisekedi contre les détournements des fonds publics. Cependant, la référence plus souligne que cette cour, créée en 1987, a attendu plus de 3 décennies pour organiser sa première session extraordinaire. À l'instar de l'inspection générale des finances, IGF, la Cour des comptes poursuit la consoeur est un pilier de la bonne gouvernance. Dans ce cadre, le procureur général de la Cour des comptes rappelle la consoeur avait invité l'inspecteur général des finances Jules Alinghetti à fournir des informations sur la prestation des inspecteurs des finances à la GECAMINE qui était en mission d'audit dans cette entreprise. Cette invitation avait créé un clash entre le procureur général et l'inspecteur général de l'IGF, ainsi qu'un froid sur fond de collusion entre le procureur général et les premiers présidents de cette cour. Fin de cette revue de presse. Merci à vous de l'avoir suivi et à la prochaine.
c'est la fin de cette édition, mais avant de la boucler complètement, je vous en rappelle ses principaux titres. Ouverture à l'Assemblée provinciale de Kinshasa de la session législative. Les députés provinciaux ont adopté le calendrier des matières à traiter. Vous avez suivi le reportage dans ce journal. Et puis, nous avons fait un focus sur une pratique devenue un rituel, les arrestations de plus en plus brutales et médiatisées. Une mode en vogue en RDC qui soulève des inquiétudes. Et puis, à l'international, vous l'avez suivi, l'Algérie du président Abdelmadjid Tebboune est dans une ère de renouveau. Le pays remet en cause l'accord signé avec l'Union européenne. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Géopolis Télévision.